Bonjour les amis, je vous l'avais promis, je vous ai ramené le docteur Édouard Broussalian, médecin homéopathe, que je connais depuis plusieurs années et que vous avez vu chez Sylvain Autre-Temps, il y a quelques semaines déjà. Oui, c'est vrai, j'ai encore une idée de faire cette émission, là, je te raconte pas. Et donc j'ai rencontré le docteur Broussalian il y a quelques années quand j'ai eu des soucis de parcours et tu m'as remis sur pattes. J'étais le cas désespéré. C'est vrai, tu étais vraiment désespéré, je me rappelle. C'était l'horreur. Alors, aujourd'hui, cette vidéo, on va la faire en plusieurs parties, mais on va commencer directement dans le sujet des enfants qui ont eu des problèmes suite à des vaccins, puisque vous avez été très nombreux à m'écrire sur ce point-là. Vous vous sentez seul. En France, il y a un vrai problème parce que moi, je reçois beaucoup de messages de Français qui me disent où est-ce qu'on va quand on a un problème avec les enfants ou comment on fait. On aimerait tout simplement avoir un médecin qui nous explique d'une part, ce qui se passe si on va vacciner et d'autre part, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème et puis qu'on vient de peut-être faire un lien. Et tu vas nous expliquer aussi brièvement Alors, bien sûr, cette toute la difficulté. difficulté en science, c'est de faire un lien de causalité. Déjà, avec ce que tu as dit, je pense qu'on pourrait développer pendant des heures. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Mais le lien de causalité, c'est tout ce qui caractérise la science, parce que la science, c'est établir un lien entre deux séries de phénomènes. C'est rien d'autre que ça. Par exemple, le soleil se lève, mais bon, le matin, Pharaon se levait, il priait pour que son père Ra se lève et le soleil se levait. Ici, c'est toujours la difficulté de faire un lien de cause à effet. On reviendra plus tard, si tu veux, sur ce qui se passe en médecine actuellement, sur le fait qu'il faut des études et que donc on utilise des outils statistiques d'ailleurs qui sont directement dérivés de l'agronomie. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, ce que les gens ne perçoivent pas, c'est qu'on a pris le même outil pour comparer des graines qui sont toutes à peu près identiques, parce qu'une fois que tu les as pesées, en gros, tu ne peux pas faire la différence d'une graine A et une graine B. Et on a appliqué ça pour dire, on va faire pareil pour les gens. Donc ça fait déjà une sacrée putain d'approximation pour arriver à dire, ok, on va dire qu'ils sont tous pareils, on va les voir réagir. Donc ça nécessite beaucoup de finesse. Alors quand c'est fait par des gens honnêtes, qui n'ont pas d'intérêt en jeu, probablement ça peut être intéressant. Mais quand c'est l'industrie elle-même qui est à la fois juge et partie et qui fournit et qui finance ces études, là ça devient vraiment sujet à caution. Alors, pour revenir brièvement quand même sur la question des complications post-vaccinales, ce que je trouve absolument dramatique, c'est que ça touche les gens au plus profond d'eux-mêmes. Je veux dire, moi, si j'en parle, je suis prêt encore à avoir des larmes qui vont monter. J'ai vu des situations épouvantables dans ma vie. Et ce qui est répugnant, c'est que chaque fois que tu as des études qui vont être faites sur cette question, eh ben, on va juste cocher des cases sur un bout de papier. C'est-à-dire qu'en fait, je peux te dire qu'à l'heure où je te parle, probablement personne de l'industrie, personne qui est chargé de faire des recherches sur la question, en supposant qu'il y en ait, parce qu'il ne faut pas poser cette question. Y a-t-il un lien entre un vaccin et une complication? Personne n'est allé voir les gens. Personne ne s'est jamais donné la peine de dire attendez, on s'assoit, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Votre enfant est dans cet état-là, il s'est passé quoi? Ah ben on lui a fait une première injection, il a eu de la fièvre, on a dit prenez du Doliprane. Alors c'est pas passé, il a eu de la fièvre pendant je ne sais pas combien de temps. Puis après on a dit mais non, c'est rien, on va faire le rappel. On a fait le rappel et il s'est modifié du tout au tout. Moi par an, j'avais mon gamin sous les yeux, j'ai vu ce lien. Et personne n'est jamais allé demander ce qui s'est passé. Donc tu vois, déjà ce qui est répugnant, c'est la manière dont le problème est abordé. Et ce qui est ensuite absolument affolant, c'est que la médecine arrive à un degré de déliquescence absolue. Mais bon, les germes étaient là. La médecine scientifique, si tu veux, qui s'appelle scientifique, a été quand même, on va dire, inaugurée par les plus grands escrocs que la Terre ait portés. Alors aujourd'hui en France, on a idéalisé Pasteur parce que la République française avait besoin d'un héros scientifique matérialiste pour casser l'Église et avoir un héros républicain. Et on a fait taire sciemment le scandale de la vaccination contre la rage, où Pasteur, en voulant injecter de l'extrait direct de moelle de chien enragé, a assassiné un et plusieurs gamins. Alors si on sait tout ça aujourd'hui, c'est parce que son collègue Roux, qui avait dit « moi je ne participe pas à ça, je démissionne », eh bien c'est alléger la conscience en écrivant toutes ces péripéties. Et on sait comment Brouardel a communiqué avec Pasteur pour dire écoutez, on va écraser l'affaire, on va dire qu'il y a une urémie, que le gamin est mort d'autre chose, mais pas de la rage. Donc déjà, l'affaire dès le début repose sur une escroquerie. Et enfin, la fondation de la médecine dite scientifique repose sur un autre escroc, le président de l'American Medical Association, de l'AMA, qui dans le tout début du XXe siècle, il s'appelait Doc Simmons. Ce type, il est plausible qu'il n'a
même pas eu son diplôme de médecine, il était poursuivi pour viol et autres malversations. Et il avait pris cette association qui vivotait avec 5000 clients et il a décrété que, eh bien, il allait rançonner les laboratoires qui sortaient un médicament pour les estampiller American Medical Association, moyennant quoi, une fois qu'ils avaient craché au portillon, il allait pouvoir publier du bien de leurs médicaments. Et bien sûr, aujourd'hui, tout ça est beaucoup plus raffiné, parce qu'entre-temps, il y a eu des milliards qui sont rentrés par l'industrie, grâce à Rockefeller, Carnegie, mais tout ça, c'est encore une pleine histoire qui mériterait une émission à elle toute seule, pour qu'on vous raconte une histoire que personne ne connaît, parce que les médecins eux-mêmes ne savent pas ça. Pour eux, la médecine, c'est ça. Alors, je crois que c'était en 2012 ou en 2013, tu as fait une émission justement avec Sylvie Simon. Et sur le plateau de ton émission, tu mentionnais le fait que dans les études de médecine, parce qu'il y a un lien avec le fait des accidents post-vaccinaux, tu n'avais pas reçu, comme tous les autres étudiants, de formation spécifique sur les vaccins. Parce que c'est la base quand même. Pour savoir qu'il y a un lien, pour imaginer, il faut savoir de quoi on parle. Strictement Zéro. Zéro. Tu me confirmes bien aujourd'hui que j'ai bien compris quand j'ai regardé à l'époque. Moi, je suis sorti de la fac en 88, fin 88, début 89. Je me suis installé en mai 89. Donc malheureusement, t'étais dans quelle ville tu as fait C'était à Grenoble. Ah, à Grenoble. D'accord. À la fac de Grenoble, je crois qu'ils ont encore gardé un souvenir cuisant parce que ni à l'armée ni à la fac ils sont arrivés à me formater, mais oui. Ça a été chaud. Hein. Tu leur parles encore de moi, je crois qu'ils s'en souviennent. Oui. Mais bon, parlons d'autres exploits. Et donc pas de formation sur les vaccins, rien. Moi, mon raisonnement était très simple dès le début. Je me suis dit, attends, depuis 2000 ans que la médecine classique elle dure, c'est-à-dire la médecine classique c'est quoi? Elle se résume, on peut résumer 12 ans d'études en 3 lignes. Il y en a trop, j'en enlève. Il n'y en a pas assez, j'en rajoute. Ça dépasse, je coupe. Donc tu mets 12 ans pour apprendre ça. D'accord? Après, c'est une question de moyens. Tu peux oui. Couper avec des anti-inflammatoires, avec de l'aspirine. Maintenant, l'étape d'après, c'est couper avec des stéroïdiens. Après, ça a été maintenant des immunosuppresseurs. Et qu'est-ce que ça sera demain? L'idée, c'est qu'on viole toujours un peu plus loin les organismes, mais curieusement, personne n'est en bonne santé. D'ailleurs, on ne parle plus de santé, on dit qu'il faut accompagner les malades. Alors ça, tu vas nous en parler après. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de choses à dire, j'essaye de me calmer. Non, mais on va dire des choses aujourd'hui parce que je vais profiter du docteur Broussalian qui n'a pas la langue dans sa poche. Mais qui n'a pas de compétences spéciales sur les vaccins. Je le répète, moi je suis un homme de terrain et tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vu un massacre et je ne peux pas me taire en ayant vu un massacre. C'est de ça qu'on va parler maintenant, c'est du massacre que tu as vu et surtout qu'est-ce qu'on fait? Parce que les parents qui m'écrivent en me disant mon enfant va mal. Alors, qu'est-ce que tu as constaté justement? Parler du spectre autistique parce que c'est pas tout ou rien. Un homéopathe, qu'il soit entendu aussi que je n'appelle pas homéopathe le type qui va vous donner une granule à prendre lundi, mardi, mercredi, un week-end sur 2, etc. Je parle d'un homéopathe digne de ce nom avec le H majuscule, capable de traiter aussi bien une gastro-entérite fébrile, une angine qu'un choléra. C'est là qu'on se recrute. Hein. Heureusement, on parlera plus tard de notre école, mais c'est un autre problème. Mais la question ici que tu me poses, c'est avant toute chose, un médecin est d'abord quelqu'un qui sait observer. C'est-à-dire que pour arriver à faire de la médecine, il faut déjà voir, on peut examiner le patient, on peut voir les signes objectifs, mais à l'inflexion dans la voix du patient, tu sais que là, il y a quelque chose qui veut dire et que tu dois l'encourager à parler. À une petite nuance, tu peux arriver à comprendre enfin un cas et arriver à résoudre ce cas parce que la chose fondamentale, personne n'a jamais demandé là encore au patient. Tu fais une polyarthrite, mais c'est curieux, personne ne t'a demandé depuis quand vous avez fait votre polyarthrite. Ah, c'était 2 mois après que vous ayez vu votre femme au lit avec un autre homme. Mais il n'y a pas de lien, bien sûr, parce que ça, c'est pas dans la nomenclature, on n'a pas de médicaments pour traiter la jalousie. D'accord? Donc tout ça veut dire, ça ramène une chose, c'est savoir observer. Donc on a plein de médecins qui, ingénument, j'ai failli dire, et en tout cas benoîtement, ou en tout cas en toute bonne foi, vont dire, moi j'ai jamais vu de complications, je fais les vaccins, tout se passe bien, ils ont un coup de fièvre, de l'iprane, ciao, il n'y a rien à voir, circulez. Ça me rappelle l'épisode, je crois qu'il y avait, je ne sais plus quel médecin qui est très sérieux, qui parlait des NDE dans une salle et qui disait... NDE, tu peux préciser peut-être... Le Near Death Experience, donc, voilà. Donc l'idée c'est de la décorporation, etc. Donc visiblement le phénomène existe. Et donc il y avait un médecin qui se lève dans sa conférence qui dit « Ouais, moi je suis réanimateur depuis 35 ans, j'ai jamais vu d'une seule fois le phénomène se manifester. » Alors il y a un autre gars dans la salle qui se manifeste, qui dit « Moi j'ai vécu ça et j'étais dans votre service et je peux vous dire que vous seriez la dernière personne à qui j'aurais pu en parler. » Tout ça pour dire que
il faut avoir l'art de regarder, de critiquer, et d'être capable aussi de se critiquer soi, et d'être dans un état d'éveil constant où tu essayes de prendre toujours la mesure des choses pour voir qu'est-ce que tu aurais raté, et sans arrêt de regarder si tu peux établir effectivement un lien de causalité. Alors partant de là, déjà avant d'en arriver au vaccin, à une époque où c'était encore les enfants allergiques, il y avait une nouvelle drogue qui était sortie contre l'allergie. Et alors la pub, c'était, tu voyais le pilote avec ses Ray-Ban devant son cockpit, et la drogue était, comment dirais-je, bonimentée sur le fait qu'elle ne te faisait pas dormir. Parce que normalement, tous les antihistaminiques, tu roupilles, tu peux même les utiliser pour faire dormir. Alors, plusieurs fois, j'ai vu des patients qui sont pointés en me disant, vous savez, j'ai pris telle drogue, il paraît que ça ne fait pas dormir, mais moi, j'ai pas arrêté de dormir en le prenant. Alors, et à chaque fois, les patients différents me disaient, vous savez, je vous en parle à vous, mais j'ai pas osé le dire à mon médecin traitant parce que à chaque fois, c'était le médecin traitant, il disait, regardez, c'est marqué là, dans la notice. Vous voyez bien là, c'est marqué dans la notice, ça fait pas dormir. Donc ça peut pas être ça. Voilà, c'est écrit, c'est pas possible. Alors, du coup, on est arrivé à un degré extrême aujourd'hui dans la médecine où c'est un petit peu soldat allemand, ne pense pas, le Führer pense pour toi. On est arrivé à cet état-là, c'est-à-dire que les jeunes médecins qui sortent, on leur dit votre expérience ne vaut pas un pet de lapin. La seule chose qui compte, c'est les statistiques. Alors on ne leur explique pas que les statistiques, c'est l'industrie qui les fabrique, c'est un autre problème. Mais donc du coup, votre opinion personnelle, elle vaut des nefles. Tout ce que vous observerez, ça vaut strictement rien. Or justement, ça vaut quelque chose parce que tout ce que tu as, c'est la bonne foi de quelqu'un qui va dire attendez, moi j'ai un doute. À partir du moment où parce j'ai un que doute, quand toi tu as reçu et tu continues de recevoir ces petits patients, les parents ils disent quoi? les parents, ils sont unanimes. C'est quand même eux qui observent l'enfant. À un moment donné, ils sont pas cons. Je veux dire, le chat était sur le canapé, je trouve qu'il y a une trace de pipi sur le canapé, il y a une grande chance que ce soit le chat quand même. Or, on leur explique, mais non madame, le chat ne fait pas pipi. Alors, qu'est-ce que tu fais concrètement maintenant? Parce que est-ce qu'il y a des stades irrécupérables où finalement... La médecine, d'abord, n'est pas une panacée, d'autre part, ce n'est pas un miracle. Alors, les miracles, ce n'est pas de mon ressort. Je ne doute pas qu'ils aient existé parce que je crois dans la personne du Christ, mais ça, c'est un autre problème. Ça les fait chier parce qu'ils sont tous matérialistes, alors j'aime bien préciser les choses. Et pour en revenir à la panacée, la notion de la panacée, c'est un peu comme panoramique, c'est la potion magique. Ça n'existe pas en médecine parce que la médecine, ça consiste à procurer des médicaments aux patients pour l'aider à regagner des niveaux de santé. Ce qui veut dire que bien sûr il y a des choses irrécupérables. Un médecin ne peut pas remettre une thyroïde qui a été opérée. Je ne peux pas, bien que l'homéopathie permette de faire reculer très clairement les indications de la chirurgie, ça n'est pas du miracle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces pathologies chroniques, elles vont nécessiter une succession de médicaments qui va être adaptée à chaque fois que le cas va se développer et évoluer. On est tout à fait loin de ces notions-là en médecine. C'est vrai que j'avais en tête surtout ces enfants. On voit maintenant il y a beaucoup d'enfants hyperactifs. Alors tu m'as parlé avant de préparer la vidéo, de différents stades. Alors ça, c'était intéressant. Maintenant, j'ai vu, donc j'ai commencé à avoir des enfants qui étaient enfants dans la toute fin des années 80. Bon, oui. D'accord. Donc j'ai derrière moi, en gros, 2 générations que j'ai traitées, que je traite, et ce que j'ai pu voir, c'est frappant. Et si vous m'écoutez, j'espère qu'on aura des confrères pédiatres qui m'écouteront, ou des confrères généralistes, qui ont tous fait la même observation, c'est qu'aujourd'hui, les enfants qui arrivent, j'allais dire, sur le marché, c'est un clin d'œil avec l'autorisation de mise sur le marché. Merci de dire ça. Je suis toujours une de celles à dire. Tout ceci me business is business. Hein, c'est vrai, plus, mais m'en fous. Ouais. Eh bien, ces enfants-là, si on regarde par le bout du thermomètre, ils sont en super santé. C'est-à-dire qu'on excite les otites, les angines, les bronchites, presque plus. Pourtant, tu as toujours les mêmes facteurs de pollution. À l'époque, à Grenoble, on savait tous très bien, par exemple, que c'était toute l'industrie au sud de Grenoble qui crachait dans les tuyaux la nuit, et la ville en bénéficiait, et donc les enfants arrivaient par pelleté, ils avaient tous leur bronchite, leur machin. Mais il fallait quand même qu'on ne pouvait pas mettre les gens au chômage quand même, donc c'est normal, il fallait que l'industrie tourne. Oui, je suis très cynique au 2e degré, mais c'est le cynisme du désespoir, et je suis comme ça. Et dans ces considérations, je ne sais plus ce que je voulais dire, lorsque ces enfants arrivaient, ils étaient fébriles. Il y avait plein d'enfants qui faisaient que des histoires d'infections à répétition. Et aujourd'hui, tu les as plus. Donc, si on se base sur ce repère, ce que je vais soulever là est une notion qui est
complètement inconnu de la médecine classique, on ne nous a jamais enseigné ça. Mais c'est une simple question d'observation. Et vous allez tous voir ça dans votre propre expérience, ça va vous crever les yeux. Donc, disais-je, ces enfants qui ne font plus de fièvre, ça veut dire qu'ils sont en bonne santé. Mais en pratique, tu regardes qu'il n'y a pas un seul enfant de cette génération qui n'ait des problèmes chroniques. On a même des études qui probablement sont valables parce qu'elles n'ont pas été vérolées par l'industrie, qui ont été faites avec le courage de parents et d'organisations, qui montrent que les enfants vaccinés ont 700% de chances supplémentaires de faire une maladie chronique que les non vaccinés. T'entends quoi par maladie chronique, par exemple? N'importe quoi, asthme, allergie, n'importe quel phénomène chronique que les autres n'ont pas, qui ne sont pas vaccinés. La difficulté est, je dirais, le coup de génie de l'industrie. Et ça, si j'étais industriel, ah là là, je me suis souvent dit, si j'avais pu être du côté du mal, enfin ça va, ce sera dans une vie. Ah oui, c'est sûr que là, le compte, il est différent à la fin du mois. Et la finesse, le truc génial, c'est qu'il n'y a plus de point de comparaison. Parce que si tu forces tout le monde à prendre le médicament, de la même manière que tu forces tout le monde à utiliser un téléphone, qui va savoir ce qui se passe entre ceux qui ne sont pas soumis au téléphone et ceux qui ne sont pas vaccinés? C'est génial. Il reste encore des enfants non vaccinés, et on en parlera après, mais j'aimerais vraiment que tu me dises si maintenant tu as une famille qui arrive avec un enfant qui a un trouble qu'on peut estimer de l'ordre du spectre autistique. Parce que c'est vaste. C'est pour ça que j'arrive et je suis navré, il fallait que je développe juste très vite cette notion de niveau de santé. C'est-à-dire que quand les enfants ne sont plus capables de faire de la fièvre, c'est parce que l'organisme ne peut plus stocker, on va dire, la perturbation sur le corps physique. Et à la place, eh bien, comme ils ne sont toujours pas en bonne santé, parce que la médecine classique n'est juste conceptuellement pas capable de guérir les gens, eh bien, on va juste forcer l'organisme à être malade ailleurs. On déplace le problème. On déplace le problème. C'est-à-dire que la médecine classique est basée sur cette notion folle de lutte contre. Alors que oui, le confort. On étouffe le symptôme pour être tranquille. La question d'après, c'est quel est le prix pour l'étouffement du symptôme? Et la question avant, c'était si un organisme qui a au moins 4 milliards d'années derrière lui juge utile de faire ce symptôme, alors ça ne veut pas dire que c'est bien d'être malade, mais il faut bien comprendre que ça correspond certainement à quelque chose de très précis chez lui, mais nous, avec nos gros sabots, on empêche le symptôme, fort bien. Mais au bout d'un moment, le symptôme capitule, c'est ça qui se passe. Et du coup, il va être remplacé par autre chose ailleurs. Sinon, soyons logiques, faisons une simple palissade, mais cette médecine qui se vend elle-même comme scientifique, la seule qui doit exister, tous les autres, il faut les jeter à la poubelle, si possible les exterminer, je ferai partie des premiers convois pour les camps. Mais, eh bien, tu remarques que tous ces gens qui ont à faire la médecine depuis leur enfance, ils devraient être tous de mieux en mieux en meilleure santé. Oui. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on observe? Pas vraiment. Pas vraiment, il me semble, non? Pas vraiment. Tu comprends? Mais surtout les enfants, parce que maintenant, aux États-Unis, ils sont tous sous Ritaline, et même ici, ça commence à venir. Mais bien sûr. Mais même des enfants de pédiatres sont sous Ritaline. Bien sûr. Donc dans mon réseau. La question, c'est les pédiatres eux-mêmes. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, les confrères ne sont plus du tout habitués à regarder d'un œil critique ce qu'ils observent. Et pourtant, tu sais, c'est toujours le même problème dans le fond. Combien de types ont vu tomber une pomme d'un pommier et lequel s'est dit, merde, il y a une force qui s'applique. Tu vois, la question, c'est d'être entraîné à ça. Et ça, c'est inculquer réellement aux gens l'esprit scientifique. Parce que, bon, finalement, aujourd'hui, la vidéo ne va pas être sur la cause terrible, il y a trop de choses des problèmes. Donc, on ne va pas parler spécifiquement des adjuvants, puisqu'apparemment, ça viendrait de là. Ben bon, voilà, on fera une vidéo spécifique sur ça, parce que ça, vraiment, j'aimerais que tu nous éclaires une fois là-dessus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans ton cabinet, tu as pu voir des avant-après? C'est-à-dire, parce que moi, je me souviens de ces deux enfants que j'avais vus une fois dans ton cabinet. Et un des deux qui avait été vacciné était vraiment dans un état... c'est une petite fille, elle n'arrivait pas à avoir des relations avec l'extérieur. Pourtant, elle avait déjà l'âge de regarder les gens dans les yeux. Bien sûr. Et là, il n'y avait pas. C'est comme s'il n'y avait personne, en fait. Ben, c'est affreux de voir ça. Et là, actuellement, j'ai plusieurs cas, dont un très récent, que j'ai commencé à soigner il y a une quinzaine de jours. Est-ce que tu songes que cet enfant qui a pas loin de 8 ans, il faisait toujours pipi et caca sur lui depuis la naissance. Tu imagines le calvaire que vivent les parents, et je ne te parle pas de l'état mental, ni rien. Depuis qu'il a son traitement, coïncidence, dès le lendemain, il a arrêté de faire pipi caca. Déjà, c'est pas bien. C'est pas pour du tout. Dès le lendemain. Dès le lendemain, parce que l'homéopathie, on vous explique que c'est une médecine, c'est faux, bien sûr. Mais il y a tellement de choses à dire partout. Ce que je veux dire, c'est pas du tout pour me vanter, parce que j'ai raté et je continuerai de rater de nombreux cas. Mais c'est pour expliquer que la guérison va se faire par petites touches successives. C'est-à-dire que lorsque les enfants commencent à sortir de l'état autistique, on va voir de plus en plus se développer un état d'agitation. D'accord.
C'est-à-dire que ça, c'est ce que j'ai observé cliniquement. Des autistes, j'en ai soigné des wagons. J'en ai heureusement guéri quelques-uns. J'en ai échoué aussi parce que je suis médecin et pas magicien. Mais tous les enfants qui vont évoluer favorablement sont ceux qui ne sont pas suffisamment enfoncés dans un état qui fait que moi, à mon niveau de connaissance, je n'arrive pas à déterminer un médicament adapté. Ouais. Peut-être qu'un type, un médecin indien super balèze qui a vu 1 million de cas pourrait le soigner, là où moi j'échoue. Moi j'ai mon niveau de compétence. Mais donc, ceux que j'ai pu soigner, unanimement, tous, ils vont commencer à sortir de l'autisme et ils vont développer un état d'agitation. Type hyperactivité. Ah Donc en fait, ça redescend dans l'échelle, c'est ça, parce que tu me disais tout à l'heure. Ça redescend dans cette échelle. Et le piège à ce moment-là, c'est les parents qui ne supportent pas l'agitation. Ils sont entraînés à subir l'autisme et ils vont aller voir le premier distributeur Ritalin venu qui va les replonger dans l'autisme. D'accord. Donc le lien de cause à effet, il est multifait dans tous les sens. Tu l'as cliniquement parce que les enfants vont mieux et ils deviennent agités. Et ceux que tu arrives progressivement à tirer de l'agitation, ils vont développer de l'allergie. Alors, tu me parlais tout à l'heure de cette échelle. Purement clinique. Donc, tu as commencé l'échelle avec le cas de l'allergie. Qu'est-ce qui venait après? Alors, non, pour arriver jusqu'à ce cas d'autisme. La dégradation sur 2 générations chez les enfants, c'est la suivante. C'est d'abord, dans une époque que je n'ai pas connue, pas de médecin, rarement fièvre. De plus en plus de médecins, de plus en plus de fièvre. Fièvre à répétition. Ça traduit déjà un état de l'immunité qui fait qu'un coup ça va, puis un coup on se laisse envahir. L'immunité continue de déconner, on arrive au stade après. Il n'y a plus réellement de température, ou quand on en fait, c'est un petit fébricule. C'est d'ailleurs un facteur de bon pronostic chez ces enfants. Quand ils arrivent à faire une petite fièvre à 38, on est content. C'est déjà de bon pronostic. Que l'enfant autistique sans fièvre, alors là, déjà, je commence à serrer les fesses. On rigole beaucoup moins. Donc, disais-je, ensuite, ce sont les manifestations souvent allergiques. Et ensuite, suivant les niveaux de santé d'où on part, il y en a qui vont bifurquer vers les phénomènes auto-immuns. Et il y en a qui vont se retrouver directement dans l'autisme. Et avant l'autisme, volontiers, donc on va avoir l'agitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il y a quand même beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à se concentrer. Hein. C'est terrible. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, ce que je t'explique, c'est que quand la pathologie ne peut plus se contenter d'être manifestée sur le plan physique, elle va commencer à se manifester sur le plan émotionnel et mental. Sur le plan émotionnel, on va avoir des troubles de l'humeur, de la dépression. Regarde le nombre d'enfants déprimés qu'on a, c'est juste délirant. Maintenant, on commence à donner des antidépresseurs au biberon, déjà. Alors ça, là, tu m'apprends quelque chose. Non, mais de toute façon, on n'est plus à une folie près. Ouais. Et lorsque la dépression continue de se propager et qu'on a été traité pendant de nombreuses années aux antidépresseurs, eh bien c'est le plan mental qui va morfler avec l'intellect, la compréhension et la démence. C'est pour ça aussi que tu n'es pas prêt de diminuer le nombre de démences dans notre pays. Ce n'est pas une simple question de vieillesse, parce que quand tu n'es pas vraiment, comment dirais-je, un bon client de l'industrie chimique, tu as des grandes chances de vieillir en bonne santé. Mon père qui a 93 ans, il prend juste son antidépresseur parce qu'il flippe pour son rein, machin, mais il ne prend rien. Quand les gens voient, ils disent « Attends, il y a un problème, vous ne prenez rien ?» Non. Qui lui aussi a exercé en tant que médecin homéopathe. Ouais. Et donc, il y a encore 2 ans, il a fait Genève-Monaco pour aller danser au Bal de la Rose. Ben, il a bien fait. Il a bien fait. Voilà. Et bon, alors écoute, le coût de l'antidépresseur dans le biberon, sain, mais en France. Oui, tu tapes antidépresseur bébé, tu vas trouver. Mais pourquoi on donne des antidépresseurs sur quelle base on dit qu'un enfant est dépressif? Je me suis arrêté au titre et au premier paragraphe tellement que j'ai. Ouais, non, alors j'irai voir parce que ça m'intéresse. Peut-être pour les faire dormir, parce qu'on a déterminé qu'ils étaient angoissés pour s'endormir ou quelque chose comme ça. Il y a toujours une bonne excuse pour ouvrir un nouveau champ et une drogue. En fait, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, quand ma fille est née, je me suis rendu compte que quand on cherche sur Internet quoi faire si le bébé est pas bien, il y a une vraie... on met la fièvre comme étant le plus gros des dangers parce qu'on nous dit que ça peut faire des convulsions fébriles. Donc tout de suite, dès que l'enfant a 38, par là, il faut faire baisser la fièvre. Et moi, je lui ai toujours laissé la fièvre. Moi, je me souviens, chaque fois qu'elle avait une dent qui sortait, ça allait jusqu'à 41. Et elle a eu... Toi, tu aimes jouer avec les allumettes aussi. Non, parce que ça allait doucement, puis elle la gérait bien. Mais moi, écoute, je vais te dire... Elle la gérait bien, c'est ça la clé. Moi, je sautais sur le lit à 42 fièvres. Ma sœur, à 38, elle était sous terre. Bon, okay. Alors, ça dépend des constitutions. Et oui, c'est curieux, parce que la médecine classique aurait, je dirais, raison, entre guillemets. C'est-à-dire que ça serait la forme rationnelle de médecine si tout le monde, on pouvait rentrer dans la pointure 42. Oui, moi, ça m'arrangerait quand je fais mes chaussures. Excuse-moi. Enfin, 37 pour les femmes, mais voilà. Ce serait plus simple. Et tu comprends, le problème, c'est que comme on est une infinité de physiologies différentes, même si en gros on a les mêmes rouages, c'est-à-dire qu'on a 2 pieds, 2 jambes, 2 yeux, et probablement les mêmes poumons, probablement le même cœur, mais ça s'arrête là la ressemblance.
Pourquoi il y a des gens qui ont besoin d'aller à l'air alors que d'autres ils aiment bien rester confinés? Pourquoi t'en as qui ont besoin de faire d'exercice, d'autres ça les fait chier? Pourquoi il y en a qui ont de la diarrhée justement? Pourquoi ils sont constipés? Pourquoi il y en a qui aiment le sucre? Pourquoi ils aiment le sel? Pourquoi certaines personnes ne supportent pas le bruit alors que d'autres ont besoin d'une ombresse bruyante? Pourquoi il y en a certains qui ont de la crainte qui arrive la nuit alors que d'autres disent ah enfin la nuit je vais m'éclater? Bref, tous ces symptômes trahissent des fonctionnements strictement différents de tous les organismes. Le piège à con depuis la nuit des temps en médecine, c'est de vouloir faire des simplifications et de baptiser d'une étiquette arbitraire quelque chose qui n'est absolument pas pareil d'un malade à l'autre. Parce que là, par rapport aux enfants... Mais tu vois, on a trop de choses à dire. Ouais, non, mais tu sais on en a pour des années à parler. Oui, mais on va parler des années, hein. On a tout le temps devant nous. Ils vont en avoir marre, les gars. On n'a même pas fait la moitié, donc tant qu'on aura la tu technologie pour faire des vidéos, on continuera. Mais ça me fait penser à cet épisode de Covid avec les enfants, là. Parce que nous, on a entendu qu'ils n'ont pas fermé les écoles en Suisse pour cause épidémiologique, mais pour faire comprendre. Alors, j'ai toujours pas compris ce qu'ils voulaient faire comprendre, mais en tout cas, on nous a dit, finalement... À la masse des bestiaux, tu veux dire? Alors, on nous a dit faut faire comprendre que les enfants, ils craignaient rien. Bon, il y a une petite parenthèse, attention, il y a Kawasaki, c'est peut-être lié au Covid pour les gamins, mais bon, finalement, c'était pas ça. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Parce que toi, tu as quand même continué les consultations. Et puis c'était la queue au cabinet virtuel. Le cabinet virtuel, c'est l'horreur. Plus parce qu'en plus, on a tenu des conférences avec mes étudiants. Oui, mais il y a eu des enfants. Tu as eu des cas d'enfants qui ont eu des soucis là ou c'était des adultes? Non, j'en ai eu 5-6 d'enfants. Qui ont eu quoi? Ils avaient les symptômes du coronavirus. Donc enfants de quel âge à peu près? Je ne me souviens plus exactement, mais je veux dire c'est dans une fourchette 8 à 12 ans. Ah, pas des tout petits. Pas des tout petits. Okay. Mais est-ce qu'on serait capable de faire le diagnostic chez les tout petits? Je ne sais pas. Et tous les diagnostics que j'ai, c'est-à-dire entre moi-même et une trentaine de bons étudiants, on est sûr et certain derrière nous d'avoir à peu près 88-90 cas, on va dire, de Covid qu'on a traités. Alors il faut savoir comment ça se passe. Mais oui, on veut savoir. Parce que je voudrais quand même que vous réalisiez une chose, c'est que la médecine autoproclamée scientifique, à coût de milliards, ils ont tout. Ils ont une puissance d'argent illimitée, ils ont une communication illimitée, parce que demain, je veux dire, c'est une simple question d'études statistiques pour prouver que je suis une blonde à la forte poitrine, il suffit de mettre l'argent. Et malgré tout ça, qu'est-ce qu'ils ont nous proposé? C'est terrez-vous comme des rats, parce qu'il y a le coronavirus qui arrive. Il y a une relation directe aussi avec l'attaque furieuse contre l'homéopathie qui s'est développée juste peu avant. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'être paranoïaque aussi pour rapprocher les deux faits, mais on en parlera aussi une autre fois. Or, l'homéopathie, leur problème, justement, leur cauchemar, c'est l'homéopathie. C'est parce que l'homéopathie est capable de s'adresser aux épidémies à titre à la fois préventif et curatif. Si l'homéopathie s'est développée et s'il s'est ancré de manière populaire, c'est parce qu'il y a eu des résultats indiscutables, frappants aux yeux de tout le monde sur toutes les épidémies. Tu peux ressortir tout ce que tu veux comme archive. On a encore sorti des articles du Figaro de 1848 et on voit que les statistiques de l'épidémie de choléra, les homéopathes ils perdent quasiment personne alors que les autres ils meurent comme des mouches, ils ont 35% de mortalité. Quand tu lis la presse, l'homéopathie c'est du sucre, ça ne sert à rien. Et puis c'est résumé à arnica quand tu te casses la figure, sinon c'est pas efficace. C'est une propagande sans arrêt. Ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui c'est contre l'homéopathie, demain ça pourrait être contre une catégorie de personnes parce qu'ils se penchent de tel côté ou ils se grattent comme ça. Ça sera exactement pareil, et autant de gens marcheront dans la combine et te dénonceront. Donc on a pu, si j'ai bien compris, gérer des épidémies de choléra avec l'homéopathie. Moi-même, je suis allé traiter le choléra en Haïti, c'était en 2011, et j'ai soigné pas loin d'une 80 à une centaine de cas. Ils ont tous été guéris par phosphorus en quelques heures. J'ai aussi des magnifiques anecdotes, des films. On m'a dit « Ah, mais vos films sont truqués. » Parce que vos films sont truqués. Quel film? J'ai filmé quand j'ai traité les gens, bien sûr. Et donc tu vois un premier gars, je lui donne sa pastille de phosphorus, il a écroulé dans son lit, je passe au suivant, et puis le temps que je passe au suivant, on le voit sur le fond en train de se redresser, de se lever, de commencer à bouger. Oui, c'est vrai que... L'effet de l'homéopathie est extrêmement rapide. Non mais c'est dingue. Moi, tu ne peux pas attendre d'avoir un choléra ou une pneumonie et dire dans 6 jours ça va aller mieux. Mais je me souviens en tant que patiente c'est la révolution de la médecine, tu comprends ça? Ça va rentrer dans ta tête. Moi, je me souviens de mon expérience avec toi. En tout cas, ça a été dingue. Et moi, je me souviens de rien parce que j'en ai vu des milliards en temps. Non, mais tu as eu la gentillesse, même les dimanches, tous les jours, je t'appelais. Ah, t'as été pénible à ce degré-là? Parce que moi, j'avais eu un gros choc émotionnel, tu te souviens. Et je t'avais dit, c'était dans ma vie privée, j'ai eu un très gros choc. Et je suis venue après en te disant, il faut... Comme je ne veux pas me faire un truc violent, parce que ça m'a vraiment traumatisée, c'était un épisode traumatisant dans ma vie, je veux débloquer ça émotionnellement pour le vider.
Et tu m'avais donné un truc, alors je sais plus quoi, parce que tu m'as fait tirer la langue, pris le pouls. Enfin bon, on n'est pas habitué d'aller chez son médecin puis de tirer la langue, hein, déjà. Bon, moi oui, parce que ça fait des années maintenant, mais c'est vrai que c'est pour la plupart des gens qui découvrent, hein, ils se disent mais qu'est-ce qu'il me fait? Déjà, au bout de 10 minutes, je suis toujours là, c'est étonnant. On m'a pas foutu dehors avec une ordonnance. Et ça a déclenché, mais tout de suite, un phénomène. Et alors, ça a été, moi j'ai cru que je rentrais dans un vortex dingue, parce que je ne savais plus. Et tout est sorti, ça sortait et ça sortait. Hein. Oh merde, je me rappelle plus du tout. Non, mais même le dimanche, j'étais venue au cabinet. Tu m'avais donné un globule sec direct? Comment j'avais fait alors ça? non, il fallait que je mette dans l'eau. Ah oui, encore je l'ai fait en phase tout petit, liquide. minuscule. Et je me suis dit, Dieu. ce tout petit machin infime, ça va jamais rien faire, tu parles. Et j'en ai eu pour un mois. Hein, et tous les jours, tu te souviens pas parce que tu en avais d'autres. Mais tout ça pour dire que ça ne m'étonne pas. Parce que ça va comme ça, tout de suite. Et c'est pas l'homéopathie, comme on dit, tu te casses la figure, tu prends arnica 5CH. Et même des dilutions que j'avais jamais entendu parler. MK, et, bon, on va pas refaire un cours. Parce qu'on va Je t'ai dit que là, tu es en train continuer. d'ouvrir la boîte de Pandore. On peut discuter des siècles. Hein. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne à cette histoire de Covid. Parce que tu m'as dit Donc le Covid. tu avais soigné des gens. Bien sûr. Alors le Covid, on va pouvoir me dire, monsieur, ce que vous dites, c'est du flan, parce qu'on n'a aucune preuve. D'accord? Mais à ce moment-là, vous n'en avez pas plus de l'autre côté, parce qu'on n'avait aucun test. La PCR, on n'y avait pas accès. Et moi-même, pour essayer de faire les choses propres, j'avais commandé 1000 tests par Alibaba. Enfin, un peu mieux que par Alibaba, parce que j'ai un de mes étudiants qui est marié à une chinoise. Enfin, je vous la fais court. Et les tests, on n'a jamais pu les avoir. Des tests PCR ou Non, sérologiques? des tests sérologiques pour D'accord. avoir les IgM, savoir si on avait déjà les anticorps dans le sang ou pas. Et ces tests-là, figure-toi qu'ils sont restés bloqués à Hong Kong, ils ne sont jamais arrivés. Et j'avais pris ça sur mes propres deniers, hein, là encore, hein, pour dire comme ça, on va les distribuer et on saura quelque chose. C'est Accroche-toi en bien. février. Ouais, mars peut-être. Mars. Il semble, c'est déjà fin mars peut-être. Et du jour au lendemain, toutes les offres ont disparu sur Alibaba. Il n'y avait plus rien. Plus possible de se... Donc je pense qu'il y a eu des décisions à haut niveau pour qu'il n'y ait plus rien. Le Donc, j'ai gouvernement pas a pu- piqué tes tests. Alors je sais pas, je fais aucune... tu peux en faire autant que tu veux. Je suis bien conscient d'être une petite fourmi. Moi dans mon petit niveau, je me dis, je suis critique, je veux pas qu'on me la fasse à l'envers. Et j'essaye juste de dire qu'est-ce que je peux inférer, ce que j'ai, c'est tout. Après, j'ai des équations avec des trous béants dedans. Mais il y avait quand même, bon, du coup, des symptômes. Alors du coup, il y avait les symptômes cliniques. qu'on connaissait, le développement du Covid chez Afrécourt. Si tu veux, je te ferai un cours clinique sur le développement, suivant la phase des 3 premiers jours, l'étape pseudo-grippale, le coryza, etc. On s'en fout. Tout ça, l'avantage de l'homéopathie, et c'est là que c'est terrible pour l'industrie, c'est qu'une fois que tu as vu un ou deux premiers cas et que tu as pu voir ce qu'il y a de caractéristiques qui se manifestent dans la maladie dans chaque cas, tu as le médicament épidémique. C'est-à-dire qu'avec 2 médicaments, soit c'était Brionia, beaucoup plus rarement, mais beaucoup plus fréquemment, c'était un autre médicament qui s'appelle ammonium carbonicum, qui a sorti tous les cas, tout à fait, mais tous les cas, comme ça. Donc soit je suis un menteur, un affabulateur, un Non, mais mythomane, on pourrait demander les témoignages voilà, des tu gens. pourras demander à mon psychiatre si tu veux. Non, mais alors, ça veut dire quoi concrètement? Une Ça veut personne dire qui avait le qu'une fois qu'on symptôme, a quelques homéopathes compétents qui ont vu des premiers cas, ils savent qu'on a un groupe très limité de médicaments qui couvre cette manifestation. Et dès lors, en l'occurrence c'était ammonium carb et Brionia, dès lors la finesse c'est que tu peux faire prendre à tout le monde une simple olfaction du médicament et tu vas empêcher la réceptivité à la maladie. C'est-à-dire que pour des clopinettes, je te soignais toute la population et je pouvais prévenir probablement le développement de l'épidémie sur le reste de la population, sans avoir besoin de paralyser l'économie pendant 3 mois. bien. Alors, est-ce que, parce qu'à ce moment-là, tu étais dans le sud de la France, est-ce que tu as pris contact avec, parce que c'était... Alors j'ai appelé le conseil de Il faut l'ordre local. contextualiser. Ah oui. C'était la panique partout. Il n'y a plus de soignants. En plus, à 21h, tout le monde était applaudi. Toi, je ne sais pas si on t'a applaudi du coup. Parce Non. que tu n'étais pas... Ça a été terrible parce que j'ai appelé le conseil de l'ordre local parce que j'ai commis l'imprudence de ne plus être, de ne plus cotiser depuis que je suis en Suisse. Je me suis dit, attendez, fait chier le conseil de l'ordre, 900 € par mois, par mois, ça va. Donc je me suis désabonné, je me suis investi à la place de 900 bahts, j'ai dû les dépenser en restaurant, je pense, quelque chose Oui, comme ça. c'est pas plus mal. sûrement, hein. C'est pas plus mal parce qu'il tape beaucoup sur les doigts en plus ces temps, le Ouais, conseil ouais. de... Sans parler de tout ce que j'ai cotisé à la caisse de retraite des médecins, mais c'est une autre histoire. Et donc, je les appelle, je dis voilà, je m'appelle Alphonse, j'aimerais pouvoir être réinscrit à l'ordre rapidement pour pouvoir donner un coup de main pour l'épidémie, j'aimerais aller gratuitement à l'hôpital, prendre les cas, les urgences en charge. Je suis aussi très compétent en réanimation, je peux vous intuber, ventiler qui vous voulez, je vous fais ça gratos, mais moi je ne peux pas y aller les mains dans les poches, j'ai besoin juste d'être réinscrit à l'ordre. Tout ça, ça date, je crois, du 3 février. Aujourd'hui, c'est toujours pas réglé.
C'est fou en fait, hein. Donc finalement tu es arrivé en tant que bénévole. Alors c'est peut-être pas de la mauvaise volonté, c'est peut-être une énorme lenteur de la machinerie. Mais quand on connaît les prises de position du Conseil de l'ordre au niveau national, aujourd'hui par exemple, les jeunes qui peuvent s'installer comme homéopathes n'ont plus le droit de mentionner qu'ils sont homéopathes. Ah. Et je n'ai pas vu énormément de médecins se lever contre une telle injustice. Tu parles de la France là? Je parle de la France, oui. D'accord. Je suis à cheval entre les deux encore. Est-ce que tu pourrais me parler juste brièvement de ce que tu penses des protocoles? Parce que moi, j'ai un peu entendu tout et son contraire par rapport à ces ventilateurs. Moi, dès que j'entends protocole, j'ai envie de mettre garde à vous et de saluer, si tu veux. Bah oui. Bah oui, mais c'est ça. Mais ça les rassure tous, ils ont tous des protocoles. Moi, je fais Soldat allemand ne pense pense pas, le Führer pense pour toi. Voilà. C'est ça le protocole. Mais tu vois, en Italie, et même... Alors en Italie, ils ont fait fort. Ils ont entassé des centaines de gens dans les salles d'attente. Ils se sont contaminés joyeusement tous les uns les autres. Oui, mais alors il y a quand même eu des... tu sais, il y a eu un urgentiste new-yorkais qui, en plein pic de tout ça, a pris la parole, je ne sais pas si tu as vu sa vidéo, en disant on tue les gens avec les ventilateurs. Ce qu'on fait, c'est faux. Alors, le protocole qu'on nous demande de faire tout ce que je sais, terrible. c'est que par l'un de mes étudiants qui était en réanimation, un jeune étudiant, il m'a dit les gens, on a un terme technique, mais en gros, ça veut juste dire que les gens, ils ont beaucoup de peine sous ventilateur. Ils forcent dessous. C'est ça. Donc, ça y est, ça, c'est moi, c'est Pierre Richard. C'est pas grave. Et ça, on savait que ça allait pas bien. Et puis, en fait, ça ne changeait pas du tout la saturation. C'est un problème, là encore, auto-humain, on va dire, humain, qui fait qu'il y avait un problème de coagulation. Et comme d'habitude, on n'a pas écouté l'expérience des autres. Les Chinois le savaient déjà, mais on ne les a pas écoutés. Mais par contre, je crois qu'entre-temps, il y a plusieurs consortiums qui ont fait un jackpot en commandant des machines à réanimer. C'est ça qui est cool. De toute façon, c'est simple. Tu ne peux pas avoir confiance en médecine classique pour deux choses. La première, c'est que c'est la médecine du cadavre. Et la deuxième, c'est parce que c'est la médecine de l'industrie. La médecine du cadavre, c'est parce qu'on va te traiter un morceau comme s'il était indépendant du reste. Oui. Ce qui est profondément délirant et anti-scientifique. Tu penses bien. Je veux dire, ce qui se passe dans ton poumon, il est lié à tout ton tissu immunitaire qui, là, en l'occurrence ici, va produire des troubles et pas ailleurs et compagnie. C'est infiniment plus complexe. Donc dès lors, l'approche qui consiste à dire « je soigne un symptôme, revenez demain pour le reste », c'est juste une vision totalement arbitraire. Tu vois, monsieur Taylor, vous, monsieur, vous vissez ça, pendant que le suivant, il va visser l'autre. C'est la taylorisation, c'est une pensée purement industrielle. Et deuxièmement, du coup, une médecine industrielle qui va générer une richesse folle entre les mains de quelques-uns qui ne sont animés par la philanthropie que de nom, puisque M. Gates, il est parti philanthrope avec plus de 30 milliards de dollars. Aujourd'hui, il a un peu moins de 100 milliards de dollars. Emma, il faut qu'on fasse de la philanthropie, toi et moi. Moi, je vais me lancer là-dedans. On m'encourage beaucoup, effectivement, parce que le business plan a déjà été testé. Ça a l'air valable. Et on se rend compte quand même que... Moi, tu vois, ce qui me dérange, Edouard, c'est toujours ces mensonges et puis cette façon de dire... comme tu dis, voilà, on va découper en morceaux le corps, et puis même surtout chez les enfants. Je reviens toujours aux enfants. Bien sûr, tu as une utérus, 2 ovaires, 3 bonnes raisons. Ça, c'est des proches qui auraient dit ça. Mais ça me scandalise pour ces pauvres bébés, qui vont bien. Et moi, avant d'avoir ma fille, je me disais, les enfants, c'est toujours malade, c'est normal. C'est toujours malade. Ça, c'était le groupe B, c'était à ton époque, ma vieille. C'est fini maintenant. Ils sont plus malades. Ils ont toujours un truc. Moi, regarde, je vois à l'école, les enfants, c'est rare qu'ils aient juste un rhume. Ça part en otite ou ça part en sinusite. T'as pas remarqué ça aussi peut-être? Ça, c'était encore à la grande époque. C'est fini, ça, de moins en moins. Alors, qu'est-ce qu'ils ont maintenant? C'est des allergies? C'était déjà des allergies très profondes maintenant qu'on va voir, avec des problèmes même d'allergies digestives qui sont déjà sacrées allergies bien cognées. Et puis, on va voir maintenant, j'ai le fils d'un très grand ami qui a fait une polyarthrite juvénile quand même. Donc moi, à l'époque où ça s'est déclaré, il y a encore 10 ans de ça, je ne savais même pas que ça existait, la polyarthrite juvénile. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'avec la vaccination de mars, on a déplacé les maladies normales C'est-à-dire que, par des choses plus graves. Attends, je voudrais, pour ceux qui nous écoutent, reconstituer les choses. Il y a 10 puissance 13 cellules dans l'organisme, au dernier recensement. 10 puissance 13, ça représente 100 galaxies comme la nôtre en nombre d'étoiles. Tu penses sincèrement que tu vas comprendre comment ça tourne ?
Et je ne te parle même pas du mécanisme qu'il y a dans chaque cellule. À l'OMS, on nous dit que les vaccins ont sauvé le monde. Bien sûr, je vais t'en parler, mais là, je ne suis pas compétent. Celui qu'il faudrait que tu interviewes, c'est Michel Delorgeril, qui est vraiment une pointure, mais on en reparlera. Je vous conseille de lire La médecine des vaccins par Michel Delorgeril, qui lui est une sommité, qui lui est un savant. Moi, je ne suis qu'un clinicien. Je le mettrai en lien parce que j'en ai parlé l'autre jour, c'est l'introduction à la Michel médecine Delorgeril, générale. c'est un homme que j'admire profondément. Vincent Reliquet, tous les deux, moi aussi j'appartiens à l'EMSIB, AIM et SIB, c'est un syndicat enfin pour une médecine bienveillante, chose qui est un concept nouveau. En Suisse? Tout le monde est bienvenu sur la planète. On en parlera. On en parlera. Et Michel Delorgeril, avec sa classe habituelle, c'est lui qui a montré le scandale du cholestérol. Il s'est aussi intéressé au scandale des vaccins. Mais il faut bien croire que je n'ai rien de spécial contre les vaccins. Personnellement, je m'en fous. Le vaccin, c'est une énième manifestation de l'aberration de la médecine classique. Tu n'as jamais eu un seul traitement de la médecine classique qui a survécu. Jamais. Avant, ils faisaient tous des saignées, puis tu disais on ne fait pas de saignées, ils te considéraient comme un sauvage. Alors aujourd'hui, tu dis, écoutez, ça m'embête d'injecter un truc que je ne connais pas, qu'on ne connaît pas la composition, dans un organisme dont tu ignores la réaction face à ça. Est-ce qu'il peut y avoir ne serait-ce que 2 personnes, à l'heure où je te parle, à la surface du globe, qui sont capables de parler de manière compétente de ce qu'on sait de l'immunité? Ça n'existe pas. L'immunité elle-même, on se perd dans un dédale, et c'est tout le problème de l'approche à la fois matérielle et réductionniste. Le réductionnisme, c'est apporter des fruits dans la matière inanimée. C'est super parce que ça nous a permis de concevoir la bombe atomique, tout ça, parce qu'en cassant de plus en plus petit, tu finis par peut-être avoir quelques solutions. Mais ça ne marche pas comme ça du tout dans la biologie. Parce qu'à chaque fois que tu vas trouver tu vas croire par contre découvrir un truc, tu vas avoir 100 ou 1000 nouvelles questions qui vont se poser. Donc c'est bien pour un fait scientifique, mais tu ne peux pas te baser là-dessus pour traiter. C'est ça l'erreur fondamentale encore. Donc, du coup, donc forcément, si tu vas bidouiller, je ne sais pas, moi, tu te vois, toi, arriver dans la navette spatiale et dire « bougez pas, poussez-vous, je vais vous la poser ». Déjà, tu te dirais « attends, elle est complètement starbée, la mère Emma ». Bon, et bien là, mère Emma. T'es bientôt grand-mère, tu m'as dit. C'est foutu, ma petite. Là, en fait, du coup, je ne peux pas te poser la question que je voulais te poser parce que je voulais te demander si tu allais te faire vacciner avec le nouveau vaccin Covid qui va... Ah, mais j'en rêve. Depuis, je ne sors pas de chez moi. Je suis dans ma cave. D'ailleurs, c'est vachement bien pour l'immunité. Restez dans les caves, les gars. Ça va vachement vous faire bien. Je suis désolée, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est grave, mais en même temps, le problème, c'est qu'avec Édouard Broussalian et moi, c'est une alchimie qui peut faire qu'il y a un moment, on en a tellement gros... Écoute, il peut y avoir un petit relâchement. J'ai passé ma vie à avoir que des souffrances que plus personne ne voulait prendre en charge. C'est-à-dire que les gens, ils avaient le droit de mourir scientifiquement, mais il ne fallait pas s'occuper de leurs souffrances. J'ai vu des gens venir après la mort de leur enfant, que j'ai soulagé jusqu'au bout. La première chose qu'ils ont faite, ça a été de venir me remercier. Tellement ils étaient désespérés que personne ne voulait s'en occuper. Ils étaient chassés de l'hôpital, je ne sais pas si tu mesures. Parlons d'autre chose. Bref, c'est toi si tu me pousses là-dedans. Mais dans l'ensemble, j'essaye de ne pas perdre ma gaieté parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis, dans le fond, qu'est-ce qui est grave du SIBA? Alors, qui dit espoir, dit futur, parce qu'on va finir là-dessus. Mais on arrête. On va faire des séries. On va peut-être faire des petites séries prochainement avec le docteur Broussalian. Bon, la rentrée... En tout cas, sur la médecine, tu vois qu'on a tellement de choses à dire, mais le problème, c'est que les gens sont maintenus non seulement dans une ignorance, mais dans une manipulation oui, forcément, incroyable. Dans la peur. Alors, parce que tout le monde a peur de la deuxième vague. Alors, c'est ça que je voulais te demander maintenant. On fait quoi, là? On fait quoi à la rentrée? Comment on va gérer ça? Toi, donc, a priori, tu as ce qu'il faut. Ah, alors là, à ce niveau-là, je suis serein. Ah oui, alors là, mais c'est ça leur problème. On va faire quoi? On vient tous chez toi? Mais non, arrêtez, surtout pas. on va faire l'observatoire de l'épidémie. Mais le problème est que quand il y a eu la tribune des 100 et quelques ahuris, aujourd'hui retournée à l'anonymat le plus complet, qui ont été à l'époque relayés en France partout, dans tous les médias, tu peux pas... Toi, quand tu es médecin homéopathe un peu reconnu, que tu dis attendez, bougez pas, je voudrais juste avoir un droit de réponse dans le Figaro. Quand tu as la lettre du patron du Figaro qui t'envoie chier, parce que tu n'as pas de droit de réponse, tu te dis si moi, un peu concerné, je n'ai pas le droit de répondre et que ces gros connards-là, ils ont le droit de dire n'importe quoi, de t'insulter, de t'avilir et en plus de te calomnier, sans que tu puisses répondre et qui passe partout dans les journaux, tu te dis attends, c'est qu'il y a quand même un truc un peu organisé. Ouais. Et à la même époque, on a aussi sorti la fameuse étude australienne qui démontrait que l'homéopathie c'était du vent, qui était publiée
par l'organisme le plus fiable de toute l'Australie, ma petite Emma, tu sais ça? C'était des mecs, mais c'était plus sûr qu'un lingot d'or. Et bien figure-toi que le peuple s'est motivé, ils ont fait une commission d'enquête parlementaire qui montre que l'étude a été falsifiée. T'as entendu parler du démenti? Absolument pas. Ah bon, ça me rassure. Ah non, mais aujourd'hui, tu sais, alors, fake news, complotistes... Fake news, par exemple, j'ai eu le malheur de relayer... Voilà, alors, il paraît que Montagnier, j'ai vu Montagnier dire qu'il y avait des séquences du sida dans le virus. Oui. Bien. Alors moi, non seulement je ne suis pas virologue, encore moins infectiologue, sauf que je guéris les infections mieux probablement que la plupart des procédures allopathiques habituelles, mais je ne suis pas savant. Mais voilà un mec qui est quand même... C'est un peu... Tu fais le parallèle avec Raoult quand même, cette affaire Raoult. Voilà un mec qui est sacrément compétent dans ce qu'il fait. Il est quand même prix Nobel. Merde. Il dit un truc, eh bien figure-toi que ça a été tamponné fake news par les grands savants pour t'expliquer ce qui est une fake news. Alors, qu'on résume la situation. Parce que le gars, il se trompe peut-être, mais que tu as un petit peigne-cul de journaleux payé par on ne sait qui, parce que c'est un organisme indépendant, hein, tu sais ça, ils sont indépendants, c'est pas de quoi, mais qui va décréter ce qui est juste ou faux, c'est grandiose. Bah, disons que moi, je ne suis pas médecin, donc on me dit, tu peux pas parler, t'es pas prix Nobel médecin. non plus. Lui, il est prix Nobel, mais on dit, lui, il devient sénile. Voilà. Didier Raoult, c'est le numéro 1, il a personne en face, mais on dit que c'est un... J'ai entendu un truc du style, ouais, de toute façon, lui avec ses cheveux longs. Alors bon... J'aime beaucoup Raoult, tu sais pourquoi? Parce que... Oui, je pense que vous entendrez. Je pense que c'est un homéopathe qui s'ignore, parce que devenir homéopathe, c'est quand on est en quête de la vérité. Et justement, le Messie a dit, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité. Il y a une association toujours entre la vérité et la notion de chemin. C'est-à-dire que si tu chemines et que tu poses des questions et que tu progresses, tu as une chance d'atteindre la vérité. C'est en d'autres termes ce que dit Karl Popper. Et Karl Popper dit qu'on peut s'approcher de la vérité par petites étapes. On ne peut pas jamais prouver que quelque chose est vrai, mais il y a ce qu'il appelle fondamental, la notion de verisimilitude. Et moi aussi, je suis très féru d'épistémologie, entre autres, et Raoult a ce point commun. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, un médecin qui s'interroge ne peut plus rester allopathe. Oui, et c'est vrai que c'était travailler l'esprit critique depuis le départ et malheureusement, les études de médecine, au minimum, c'est combien? 7 ans? Ah non, je crois qu'on tombe à 12 là maintenant. Minimum? Oh, je vais pas Alors, tu imagines? Attends, je vais pas de bêtises. 6e année, après tu as l'internat, tu as encore au moins 8 ans. Ouais, je pense qu'on doit... J'ai une de mes étudiantes ici qui doit finir, c'est presque 12 ans, je crois. Tu vois, on ne te demande pas de réfléchir, on te demande d'apprendre par cœur. Et Sylvie Simon qui parlait souvent des perroquets, alors on sort, on dit tel des perroquets. Mais c'est triste, mais c'est ça. Et le problème, c'est que c'est vrai, dans les facs, souvent il y a du sponsoring de pharma, hein, donc tout le programme finalement est fait par l'industrie. Nous avons, je crois, ici à Genève, une chaire de vaccinologie qui est tenue par une personne qui suffira de trouver et qui, je crois, depuis plusieurs années, ne prend même plus la peine de déclarer ses conflits d'intérêts. Oui, tant qu'à faire. Mais même en France, il y a une loi, mais personne ne la respecte. Hein. La 41, 13, mes liens avec l'industrie sont très limités. Ouais. Je crois que j'ai reçu un jour dans ma vie un calendrier du laboratoire Schnittnagel. Ah bah voilà, tu l'encadreras. Écoute, mais t'es tout moche, en noir et blanc à fond. On va devoir s'arrêter là parce que sinon après on fait des vidéos trop longues. Non, c'est chiant. Mais on va en faire plein d'autres, c'est la bonne nouvelle. Par contre, aidez-moi, je suis en train de m'improviser. J'aimerais juste que tu finisses cette vidéo avec un message pour les personnes qui nous écoutent, qui vient de ta part, un message. Écoute, si tu peux, un message un peu positif. Parce que moi j'aime bien finir les vidéos avec quand même un peu d'espoir. Ah oui, tu veux dire que là actuellement je suis au fond de mon trou d'obus. Non, mais on a parlé de choses qui n'étaient pas forcément. Ça pleut de partout et il faut que je sois positif. Alors, c'est pas que t'es pas obligé. Nous n'avons aucun moyen. Nous sommes conscients que nous n'avons aucun moyen. Nous sommes conscients que nous sommes qu'un vague grain de sable, mais le seul espoir, je crois, qu'il nous reste, c'est que ce petit grain de sable puisse servir à peut-être bloquer une énorme machine. Voilà, ça veut dire en gros, vous n'êtes pas seul, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Et on n'a pas respecté les gestes barrières, nous sommes de mauvais élèves. Ouais, fais-moi un bisou. Voilà les amis, vraiment, j'espère que cette vidéo, vous allez la partager en masse. Puisque là, des docteurs comme Édouard Broussaillant, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On va essayer non, mais arrête, tu sais combien ça me gêne quand tu dis ça. Je voudrais qu'on attende mon décès. L'ego s'habitue. Non, pas du tout. Le problème de l'homéopathie aussi par rapport à la médecine classique, c'est qu'on doit dire adieu à notre ego parce que quand ça merde, c'est de notre faute. On n'a pas vu le médicament et on ne guérit pas à tous les coups. Et c'est donc encore de notre faute parce qu'on n'a pas pu identifier le médicament. On fera une vraie vidéo là-dessus parce que ça, c'est un sujet super important. Il y a beaucoup de désinformation et de fake news concernant l'homéopathie. La vraie. Oui, je suis un peu au courant. Alors, on se dit au revoir. Merci. Allez, salut, gros bisous, à bientôt. Emma. Salut à tous.